Je sais où tu habites. J'ai observé ta maison, et je sais que tu as des enfants. Ceci n'est pas une blague. Prends cela avec sérieux. Voici ce que disait la première lettre manuscrite reçue par Mary Gillespie, une habitante de Circleville, dans l'Ohio. C'était en décembre 1976, et depuis ce jour funeste, d'innombrables lettres ont été envoyées aux résidents de cette petite ville. Des lettres menaçantes, violentes, rédigées par une personne anonyme qui semblait tout connaître de la vie privée de ses victimes, y compris leurs secrets les plus profondément enfouis, plongeant la ville dans la peur et la méfiance. À ce jour, personne ne connaît l'identité exacte de l'auteur de ces lettres, et le mystère entourant cette étrange affaire reste complet. Pour la découvrir, c'est parti. Tout a commencé en décembre 1976. Mary Gillespie, une conductrice de bus scolaire, était en train de consulter son courrier. Entre les factures et les prospectus, il y avait une étrange enveloppe à l'adresse manuscrite. Intriguée, elle l'a ouverte, pour trouver à l'intérieur une lettre manuscrite aussi, envoyée anonymement. En la lisant, son cœur a failli s'arrêter. Voici ce qu'elle disait. Reste loin de Massy. Ne mens pas quand on te demandera si tu le connais. Je sais où tu habites. J'ai observé ta maison, et je sais que tu as des enfants. Ceci n'est pas une blague. Prends cela avec sérieux. Toutes les personnes concernées ont été prévenues, et tout sera bientôt terminé. Cette lettre l'accusait d'avoir une liaison avec Gordon Massey, le directeur de l'école pour laquelle elle travaillait, et exigeait qu'elle y mette fin. Horrifiée, Mary a dissimulé la lettre troublante à son mari, Ron, mais le secret n'a pas tenu très longtemps. Peu de temps après, Ron a également reçu une lettre du mystérieux auteur, dans laquelle il l'informait que sa femme le trompait avec Massey. Il a ajouté que si Ron ne prévenait pas le conseil de l'école de la liaison, il serait tué. Ces mots sinistres l'ont bien évidemment bouleversé, et en confrontant sa femme, elle a nié en bloc l'avoir trompé. Le couple ne savait pas quoi faire. Ils ne voulaient pas que des rumeurs se propagent dans leur petite ville où tout le monde se connaissait. Ils se sont donc mis d'accord pour garder ces lettres secrètes pour le moment. 2 semaines sont passées, et les Gillespie avaient l'espoir que les menaces s'arrêtent là. Mais l'auteur des lettres était loin d'en avoir fini avec sa torture psychologique. D'autres lettres sont arrivées, menaçant de rendre toute l'affaire publique. Si Mary ne mettait pas fin à sa relation avec Massey, l'auteur promettait de partager l'information via la télévision, la radio et même des panneaux d'affichage. Angoissés par la tournure que prenaient les événements, ils ont fini par confier l'histoire à la sœur de Ron et son mari, Karen et Paul Freischauer. Après en avoir discuté pendant un moment, Mary a commencé à soupçonner que l'auteur des lettres pourrait être un de ses collègues, du nom de David Longberry. David avait essayé de séduire Mary à plusieurs reprises, et s'était mis très en colère lorsqu'elle avait rejeté ses avances. La famille a finalement décidé que Paul écrirait une lettre au collègue, lui disant qu'il savait que c'était lui, et qu'il devait immédiatement arrêter. Quelques semaines sont passées sans qu'aucune lettre n'arrive. Le couple était soulagé, pensant que l'histoire s'arrêterait là, mais leur répit n'a été que de courte durée. Au cours des jours qui ont suivi, de grands panneaux sont apparus un peu partout en ville, affirmant que Massey et la fille des Gillespie, âgée de 12 ans, étaient impliqués dans une relation sexuelle. Ron devait se lever très tôt le matin pour faire le tour de toute la ville afin de les enlever avant que sa fille ne les voie en allant à l'école. Au cours de la même période, plusieurs autres habitants de la ville ont reçu des lettres anonymes similaires, mentionnant des détails sur leur vie privée que personne n'était censé connaître. Plusieurs de ces lettres contenaient des menaces, soit physiques, soit morales, menaçant de détruire des carrières et des vies personnelles. Certaines contenaient des dessins choquants, mais tout était correct dans les informations et les secrets qu'elles contenaient. Quelqu'un en savait long sur la vie des habitants de Circleville et était très en colère, ce qui a rapidement transformé la vie dans la petite ville en cauchemar. Le 19 août 1977, 9 mois après le début des lettres, les limites de Ron ont été atteintes. Ce jour-là, il était chez lui en train de s'occuper de ses enfants lorsqu'il a reçu un mystérieux coup de fil. Au cours des semaines précédentes, il avait reçu des lettres en continu, menaçant sa vie et l'informant que sa camionnette était surveillée, ainsi que ses moindres faits et gestes. Ce harcèlement semblait se poursuivre par téléphone, car son interlocuteur à la voix sinistre lui a répété exactement la même chose que ce qu'il y avait dans les lettres. Fou de rage, Ron a brutalement raccroché, a pris son pistolet et est sorti en trombe de la maison, ne disant à personne où il allait.
Il semblerait qu'il avait reconnu la voix du coup de fil et avait décidé de confronter son auteur. Mais on ne le saura jamais avec certitude, car il n'a pas réussi à aller plus loin que le bout de la rue. Quelques instants après être sorti, il a perdu le contrôle de son véhicule et s'est écrasé contre un grand arbre, se tuant sur le coup. Le shérif du comté de Pickaway, Dwight Radcliffe, a mené l'enquête sur cette mort inattendue. Il soupçonnait au début un acte criminel, mais il a changé d'avis à la suite du résultat de l'autopsie, qui indiquait que le taux d'alcoolémie de Ron était de 2 fois supérieur à la limite légale pour conduire. Il a donc conclu que c'était un accident. La famille de Ron n'a pas accepté cette conclusion, déclarant avec véhémence que lorsqu'il était sorti de chez lui, il n'était pas ivre. En l'occurrence, Ron n'était qu'un buveur occasionnel, et lorsqu'il consommait de l'alcool, c'était en petite quantité, jamais au point d'être dans un stade d'ivresse totale. Autre détail curieux découvert pendant l'enquête, c'était que Ron avait apparemment tiré une unique balle avec son pistolet avant sa mort. Cependant, aucun impact de balle n'a été retrouvé à l'intérieur du véhicule, et la balle en elle-même n'a été retrouvée nulle part, ni dans les environs, ni à l'intérieur de l'épave. D'ailleurs, tout aussi curieusement, l'épave en question a été envoyée à une casse où elle a été broyée quelques jours à peine après l'accident. Après le décès de Ron Gillespie, on aurait pu penser que les lettres se seraient arrêtées ou auraient au moins ralenti, mais ce fut loin d'être le cas. Au cours des années suivantes, Mary a continué à recevoir les mêmes lettres effrayantes, qui ont également évolué en affiches et panneaux placardés dans toute la ville, la menaçant non seulement elle et son travail, mais également ses enfants. Entre 1977 et 1983, Mary a reçu pas moins de 39 lettres au total, et bien qu'elle soit la principale concernée, elle n'était pas la seule à les recevoir. Au cours de la même période, les lettres envoyées aux habitants de la ville se chiffraient par milliers, suffisamment pour remplir une salle entière du poste de police du comté de Pickaway. Peu de temps après le décès de Ron, la belle-sœur de Mary, Karen, et son mari Paul Freshour se sont séparés, lorsque ce dernier a découvert que sa femme le trompait. À l'issue du divorce, Paul a obtenu la garde intégrale des enfants et la maison. Quant à Karen, elle a déménagé et s'est installée dans un camping-car sur le terrain de Mary Gillespie. Après 6 ans de harcèlement et le décès de son mari, Mary et Gordon Massey ont enfin avoué qu'ils avaient bel et bien une liaison, bien qu'ils aient insisté avec véhémence qu'elle n'avait débuté qu'en 1979, bien après les accusations des lettres, le décès de Ron et le propre divorce de Massey. Mais ces aveux, un peu tirés par les cheveux avouons-le, n'ont pas suffi à apaiser l'écrivain toxique, qui a continué son harcèlement en exigeant la fin immédiate de la relation. Et le 7 février 1983, il a franchi un nouveau cap dans la violence. Ce jour-là, Mary était au volant de son bus. Sur le trajet, elle a vu un nouveau panneau parlant d'elle, ayant atteint les limites de sa tolérance, et s'est arrêtée pour aller l'arracher. Mais ce n'était pas un panneau ordinaire. En arrivant à son niveau, elle a rapidement remarqué une boîte accrochée au poteau le retenant, avec à l'intérieur un pistolet. L'arme faisait partie d'un piège conçu pour faire feu lorsque le panneau était tiré d'une certaine manière. Mais heureusement pour Mary, elle ne l'avait pas tiré de la bonne façon, et le piège ne s'est jamais déclenché. Lorsque la police a examiné l'arme, ils ont pu retracer son origine jusqu'à nul autre que Paul Freshour, l'ex-beau-frère de Mary. Lorsque Karen s'était installée sur la propriété de Mary, elle avait partagé avec elle ses soupçons concernant Paul, disant qu'elle le pensait être l'auteur des lettres menaçantes, des appels téléphoniques et des panneaux. Mary a confié l'information au shérif Radcliffe, qui a alors invité Paul au poste de police, où il lui a posé plusieurs questions sur les lettres, et lui en a fait recopier quelques-unes pour comparer les deux écritures. Le shérif a ensuite demandé à Paul de lui montrer où il gardait son pistolet. Une fois dans le garage de l'homme, le coffre devant contenir l'arme était bien évidemment vide. Paul s'est alors défendu en leur disant que ce n'était pas la première fois qu'il se le faisait voler, mais le shérif l'a tout de suite arrêté, pour tentative de meurtre de Mary Gillespie. Le procès très médiatisé de Paul Freshour a commencé le 24 octobre 1983. Il a plaidé non coupable, et bien qu'il n'ait pas été accusé d'avoir écrit les lettres, elles ont été retenues comme preuve cruciale contre lui. Un expert en écriture a témoigné, pour confirmer au jury que l'écriture des lettres correspondait bien à celle de Paul. Mary a également témoigné, pour déclarer qu'elle croyait effectivement Paul coupable, et qu'elle avait commencé à le soupçonner après que Karen a partagé ses soupçons avec elle. Mais malgré ces témoignages accablants, il y avait plusieurs éléments en faveur de Paul. Tout d'abord, aucun des matériaux utilisés pour construire le piège n'a été retrouvé chez lui. Aucune munition pour le pistolet incriminé n'a été retrouvée non plus. De plus, des témoins ont rapporté avoir vu un homme traîner sur le bord de la route, juste à côté du panneau piégé, à peine quelques minutes avant que Mary ne fasse sa découverte. La description de l'homme ne correspondait pas à celle de Paul, et il était au volant d'une Chevrolet El Camino jaune, voiture que Paul ne possédait pas. Il avait également un alibi pour toute cette journée-là.
Mais malgré tous ces éléments et une défense relativement solide, Paul a été reconnu coupable à la fin du procès et a écopé d'une peine de prison de 7 à 25 ans. Avec Paul derrière les barreaux, toute la ville a poussé un énorme soupir de soulagement, persuadé que les lettres effrayantes allaient désormais s'arrêter. Mais ils avaient tort. Après le procès, les habitants de Circleville et des environs ont enfin commencé à se sentir à nouveau en sécurité chez eux, mais leur soulagement a été de courte durée. Quelques jours plus tard, les lettres étaient de retour. Elles ne s'étaient pas arrêtées, elles n'avaient même pas ralenti. Elles étaient aussi de plus en plus bizarres et dérangeantes. Elles contenaient entre autres des accusations contre le procureur du procès Freischauer, Roger Klein. L'auteur menaçait de déterrer les restes d'un bébé mort-né si la police n'enquêtait pas sur Klein, qu'il accusait d'avoir mis fin à la vie d'une enseignante enceinte de lui. Les habitants étaient perplexes. Ils se demandaient comment Freischauer pouvait maintenir un rythme pareil depuis sa cellule. Les gardes de la prison étaient aussi perplexes qu'eux. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher Paul d'écrire et d'envoyer les lettres. Ils ont vérifié systématiquement tous ses courriers entrant et sortant. Et lorsque ça n'a pas fonctionné, ils l'ont placé en isolement sans aucun matériel pour écrire. Mais les lettres continuaient à arriver. Le directeur de la prison lui-même a bien été forcé de reconnaître qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu écrire ces lettres. D'ailleurs, Paul en avait lui aussi reçu une, disant « Freischauer, quand vas-tu croire que tu ne vas pas sortir de là? Je te l'ai dit il y a 2 ans. Lorsqu'on les piège, ils restent piégés. N'écoutes-tu donc pas du tout? Personne ne veut que tu sortes. Personne. C'est l'arroseur arrosé. Ne parle à personne de cette lettre. J'ai vu le journal. Très bonne nouvelle. Très bonne. Le shérif l'a adoré. Tu y crois maintenant? Tu y crois? » Paul a été un prisonnier modèle pendant 7 ans. Mais lorsqu'il est devenu éligible à la libération conditionnelle, la commission a rejeté sa demande parce que les gens recevaient toujours des lettres de harcèlement. Peu importait le rapport du directeur de la prison déclarant qu'il était impossible que Paul ait pu envoyer ces lettres. Peu importait que les enveloppes portent le cachet de la poste de Columbus, alors que Paul était emprisonné à Lima. Les autorités refusaient d'admettre ne serait-ce que la possibilité qu'ils aient pu arrêter le mauvais coupable. Finalement, en mai 1994, après avoir passé 10 ans en prison, Paul a pu obtenir la liberté conditionnelle. Il a maintenu son innocence pendant tout le reste de sa vie, bataillant pour la prouver coûte que coûte. Peu de temps après la fin de son incarcération, il a assemblé un PDF de 164 pages, dans lequel il a documenté sa propre version des faits, annotant des articles de presse, des transcriptions de procès et divers documents officiels pour prouver son innocence, que ça soit par rapport à la rédaction des lettres ou la construction du piège. Il a accusé les autorités de Circleville de conspiration et de s'être servi de lui dans cette débâcle pour maintenir leur pouvoir et leur influence. Ces documents ont été publiés sur son site web et sont en accès libre pour quiconque souhaitant les consulter. Il a continué à clamer son innocence jusqu'à son décès en 2012, à l'âge de 70 ans. Fait intéressant, les lettres ont cessé en 1994, peu de temps après sa sortie de prison. L'affaire des lettres de Circleville a défrayé la chronique, et d'innombrables théories ont vu le jour sur Internet. Mais une en particulier paraît extrêmement plausible. Elle a été postée sur un forum par un internaute qui avait mené son enquête de son côté, affirmant qu'il avait été aidé par le journaliste et détective privé Martin Hunt, qui avait lui-même enquêté sur l'affaire en 1993. L'internaute pense qu'il y a eu plusieurs auteurs de ces lettres, et non pas un seul. Le premier serait David Longberry, le collègue de Marie. Si vous vous souvenez, au début de cette affaire, Mary Gillespie avait soupçonné David Longberry d'être l'auteur des lettres de menace. Il avait fait des avances à Mary, et lorsqu'elle les avait refusées, il s'était mis en colère. Colère qui n'a fait que s'amplifier lorsqu'il a découvert qu'elle avait choisi d'avoir une liaison avec Gordon Massey à la place. Ron savait que c'était Longberry qui écrivait ces lettres et les harcelait. Donc le jour de l'appel téléphonique qui a entraîné son décès, il a enfin rassemblé assez de courage pour le confronter, et a bu pour se donner des forces. Son accident n'était peut-être finalement que ça, un accident. Ces théories n'expliquent pas pourquoi il a tiré, ni sur qui ou quoi, mais comme l'internaute le fait remarquer, il aurait pu tirer depuis la vitre baissée de sa camionnette par colère, comme un moyen de décompresser, sans viser personne en particulier. En 1999, David Longberry a abusé d'une fillette de 11 ans, et est devenu fugitif depuis. Des rumeurs disent qu'il aurait mis fin à ses jours pendant sa fuite, mais rien d'officiel n'a jamais été déclaré. En ce qui concerne le deuxième auteur des lettres, ce ne serait autre que Karen, la belle-sœur de Marie. Elle avait perdu ses enfants et sa maison dans le divorce. Elle avait donc de bonnes raisons d'être amère. Elle aurait mis en place les panneaux et éventuellement le piège pour faire porter le chapeau à Paul et récupérer ses biens.
C'est d'ailleurs exactement ce qui est arrivé, car après l'incarcération de son ex-mari, elle a récupéré la garde de ses enfants ainsi que sa maison. Le journaliste Yant l'a d'ailleurs décrite comme la femme la plus manipulatrice et toxique qui lui ait jamais été donnée de voir. Il y a également d'autres pistes l'incriminant. La description de l'homme en voiture jaune que des témoins auraient vu tout près du piège correspondait à celle du petit ami de Karen, avec qui il avait trompé Paul. Et surtout, un membre proche de sa famille possédait justement une Chevrolet El Camino jaune. Concernant les lettres reçues par les habitants, certaines d'entre elles étaient dactylographiées et non manuscrites. Et il s'avère que Karen avait justement emprunté une machine à écrire à la sœur de Paul, comme elle l'avait confirmé aux journalistes. Cette théorie n'explique pas toute l'affaire, notamment la raison pour laquelle tous les habitants recevaient ces lettres. Pourquoi s'attaquer aux autres et pas seulement aux concernés? Et ce n'est qu'une seule question parmi les nombreuses qui restent à ce jour sans réponse. Les lettres de Circleville sont un mystère incroyablement profond qui a connu tous les retournements possibles et impliqué un nombre incalculable de personnes. Et bien que les lettres se soient officiellement arrêtées en 1994, il y a eu ça et là plusieurs signalements d'autres lettres reçues au moins jusqu'en 2003, mais elles n'étaient pas suffisamment régulières pour susciter l'attention. La quantité des lettres envoyées sur une telle durée, près de 26 ans, est également inquiétante. Le dévouement et l'acharnement de ce mystérieux auteur sont effrayants, et cela n'explique en rien comment il en savait autant sur ses victimes. Autant de questions qui n'auront peut-être jamais de réponse claire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire, j'adorerais lire ce que vous en avez pensé. À bientôt.